Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, vous êtes sur le 26 minutes santé Mag Afrique, une émission, votre émission hebdomadaire, votre émission santé, votre bien-être santé, présentée par moi Samar Hamadi, accompagné du docteur Ilyes Hamouk et la fête de Tabaski, Eid el-Kbir, la fête du mouton, plusieurs appellations pour une seule fête et ce qu'il faut éclairer dans ce sujet est justement le côté alimentaire. Ce n'est pas tout le monde qui sait bien s'alimenter, ce n'est pas tout le monde qui mange équilibré, et surtout pendant ce jour on se permet beaucoup de choses. C'est la journée du mouton, de la viande, qui dit viande dit gras, qui dit Eid dit gâteau aussi, dit sucrerie. Donc que faire? Quels conseils donner pour bien s'alimenter plutôt? Déjà, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? D'abord, bonjour docteur Hamouk, vous êtes médecin infectiologue. Bonjour Samar et bonjour à tout le monde. Bonjour docteur, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée d'abord? Que faire? Quels conseils donner pour bien s'alimenter tout en restant équilibré? Alors une alimentation équilibrée ne veut pas dire manger des herbes. C'est très important parce que et ce n'est pas faire un régime. D'accord. Manger équilibré, c'est manger de tout. Rien n'est interdit. Rien n'est interdit, que ce soit même du sucre, de la viande, du sel, rien n'est interdit, mais il faudrait qu'il y ait les bonnes proportions. Et c'est quoi les bonnes proportions? C'est environ un quart de protéines, la moitié de fibres et un quart de lipides ou de graisse. D'accord. Donc, un quart de graisse, un quart de protéines et la moitié en fibres. En fibres, c'est-à-dire en végétaux, en légumes, etc. Le reste, on peut avoir des féculents et on peut avoir des protéines et des graisses. C'est ça une alimentation équilibrée. D'accord. Maintenant, l'alimentation pour un sportif, un jeune sportif, c'est pas la même alimentation pour une personne âgée qui est peu active. Évidemment. Un jeune sportif. Il est en train de brûler un sportif. Voilà, il a des dépenses caloriques plus importantes. Exactement. Il a des besoins énergétiques plus importantes. Un jeune en pleine croissance, même s'il n'est pas sportif, mais la croissance nécessite beaucoup de calories, beaucoup de nutriments. Donc, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui est riche en fibres, riche en légumes, mais rien n'est interdit, sauf que une personne qui fait 100 kilos de muscles ne peut pas consommer la même chose qu'une personne qui fait 100 kilos de gras. Donc, c'est une alimentation qui doit être adaptée selon les profils. Malheureusement, parfois, on ne se rend compte qu'après, que quand c'est trop tard. Donc, à partir du moment où on a déjà trop mangé, que faire pour sauver le reste de la journée, docteur? Alors, déjà, le jeûne, c'est un excellent moyen pour déjà faire reposer son système digestif, pour faire reposer son corps en entier, pour rétablir un peu la paix avec son corps. Le jeûne est très très important. Les personnes qui peuvent faire un jeûne intermittent. Alors je rappelle, un jeûne intermittent, c'est une pratique qui est connue depuis l'Antiquité, qui n'a rien de religieux, qui existe dans la religion, mais qui n'est pas forcément religieuse. Le jeûne intermittent, c'est de passer entre 12 heures et 16 heures par jour sans manger. Ah, dernièrement, beaucoup de gens le pratiquent. Hein. Voilà, ça devient très à la mode parce que ça peut arranger beaucoup de personnes. Ça peut arranger beaucoup de personnes. C'est pendant 12 heures jusqu'à 16 heures par jour. On ne va pas s'alimenter, mais on peut boire de l'eau, bien sûr, des tisanes sans sucre, on peut prendre un café sans sucre, on peut prendre un thé sans sucre, sauf que le sucre, les aliments, il ne faut pas les prendre. Ça permet déjà de réduire les calories et ça permet aussi de faire reposer son système digestif et même le corps, hein, parce que la digestion, elle occupe le corps
on dépense beaucoup d'énergie dans la digestion. Et quand on laisse se reposer le tube digestif, le corps peut faire autre chose et notamment tuer des cellules cancéreuses. Ça, c'est très important. Nous avons ici avec nous Bill Etoua, qui est spécialiste dans l'intelligence artificielle. Donc j'aimerais vous poser une question. Bill, qu'en est-il de la technologie en Afrique? Qu'en est-il de son évolution par rapport à la détection de ce genre de maladie, surtout quand c'est un petit peu compliqué? Qu'en est-il du diagnostic? Qu'en est-il de la technologie dans le diagnostic? Bien sûr, en Afrique, on peut citer même votre pays qui est le Burkina Faso. Le Congo. Le Congo, d'accord. Le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. D'accord. Je tenais d'abord à souligner, il y a une start-up qui travaille dans le traitement d'imagerie, que ça soit des images de toutes sortes et beaucoup plus sur les images médicales. Cette start-up a développé un modèle appelé YOLO, un modèle basé sur le Deep Learning, intelligence artificielle, qui détecte des kystes. Donc, ce modèle utilise des images traitées par les rayons X. Ensuite, il va faire une reconnaissance de l'image pour détecter quelles sont des anomalies qu'il peut trouver au niveau de l'image qu'il va donner. Et pour la plupart des cas, on essaie de prendre des photos radiographiques des parties du corps et de soumettre sur le modèle, et le modèle peut prédire. Et jusqu'à là, le modèle il travaille avec un pourcentage de réussite à 98%, qui est à féliciter pour une start-up africaine qui travaille dans le domaine de santé. Donc il y a des débuts, il y a des prémices comme ça qui peuvent dire que ça va. Oui, parce que ces modèles-là, lorsqu'on travaille avec des modèles qui travaillent sur la médecine, on doit avoir des spécialistes de médecine qui doivent confirmer ce que le modèle, parce que le modèle va prédire, on doit avoir des spécialistes qui doivent être là pour superviser s'il a bien fait la prédiction. Donc on est encore dans les débuts, c'est ça? Oui, parce que c'est d'abord une start-up qui se lance, mais la start-up aussi, elle est déjà, l'OMS a financé, je pense, c'était en 2021, l'OMS a investi une bonne partie pour que cette start-up continue dans ses recherches. D'accord. Donc je reviens vers vous, docteur Ilyes Hamouk. Je rappelle que vous êtes infectiologue. Cette maladie, comme on vient de le dire, elle est asymptomatique à son début, et parfois, quand vous aviez cité, parfois c'est tout au long de son existence. Donc elle n'est le plus souvent diagnostiquée qu'au stade de complications. Ça veut dire l'apparition de kystes dans les organes. Est-ce que cela nécessite alors une intervention chirurgicale? Si oui, est-ce une lourde ou une simple intervention? Alors ça dépend de beaucoup de choses. C'est une pathologie qui est très complexe parce qu'il y a tellement de manifestations cliniques différentes. Le traitement, ça peut aller de la surveillance. Si le kyste n'est pas très grand, s'il n'évolue pas, s'il n'est pas localisé dans une zone stratégique, on peut juste surveiller. On peut faire des radios une fois par an, une fois chaque 2 ans, juste surveiller, et le patient peut vivre avec son kyste toute sa vie sans aucun problème. Maintenant, il y a d'autres cas où le traitement est obligatoire, et généralement c'est une décision multidisciplinaire. Donc, selon localisation, ça peut être un pneumologue ou un gastrologue ou un neurologue, avec un neurochirurgien ou un chirurgien généraliste ou un chirurgien cardio-thoracique. Donc, ça dépend du lieu c'est-à-dire de la localisation du kyste, de son volume, de ses complications. La chirurgie, elle peut être conservatrice, c'est-à-dire on va enlever juste le kyste en faisant très attention de ne pas le rompre. Ça peut être une chirurgie radicale où on peut enlever tout un lobe du foie ou tout un lobe du poumon, voire tout un poumon si le poumon est très touché. Donc ça dépend vraiment, c'est une décision pluridisciplinaire qui dépend de beaucoup de paramètres. Maintenant, le diagnostic, l'examen clé, c'est l'échographie. On peut faire bien sûr une radiographie, un scanner, une IRM. La sérologie n'a pas vraiment sa place, elle est parfois négative. Donc l'imagerie, c'est le plus important. Pour parler un peu statistique, parce que nous sommes dans une radio africaine et ça s'appelle Ifriqiya FM. Alors cette maladie, le kystidatique, elle est souvent liée à l'élevage. Donc dans les zones d'élevage,
c'est comme une autre maladie qui est la brucellose. C'est des maladies du cheptel. Donc, les pays les plus touchés dans le monde sont l'Uruguay, l'Argentine, mais en Afrique, les pays les plus touchés sont les pays du Maghreb, notamment la Tunisie, le Maroc, parce que c'est des zones d'élevage avec beaucoup d'élevage de moutons. Mais les pays africains les plus touchés, c'est le Kenya. C'est le Kenya qui est le pays le plus touché. C'est pour ça que c'est l'occasion de l'Aïd el-Kébir où les musulmans consomment beaucoup de moutons. C'est une occasion aussi pour faire de la sensibilisation à cette maladie qui est très fréquente dans notre continent. D'accord, donc vous aviez cité le Kenya, docteur. Vous aviez dit que le kyste hydatique sévit plutôt au Kenya le plus. Pourquoi cette concentration? Ça, je ne peux pas vous dire. Le Kenya, c'est un pays qui est connu pour son cheptel, pour l'élevage. Comme d'autres pays, par exemple le Soudan. Ça pourrait être un facteur. Comme le Soudan, par exemple, c'est un facteur. Les pays du Maghreb sont connus par l'élevage du mouton, parce que on est un grand consommateur de moutons, comme l'Australie, par exemple. Mais c'est toujours lié à la médecine vétérinaire. Donc, à chaque fois qu'il y a un relâchement dans la lutte contre ces pathologies du cheptel, à chaque fois, on a une reprise de ce genre de maladie. Et le Kenya a connu des problèmes dans la lutte contre le kyste hydatique, c'est pour ça qu'elle est première en Afrique. D'accord, donc mis à part le Kenya, donc est-ce que le kyste hydatique sévit dans notre continent? Est-ce que le kyste hydatique constitue un problème de santé publique, docteur? Un problème de santé publique, on peut pas dire jusqu'à c'est-à-dire à ce problème-là, mais ça sévit quand même dans certains pays, notamment la Tunisie et le Maroc, qui enregistrent des chiffres records. Donc il faudrait vraiment revenir à la lutte contre cette maladie, et notamment avoir une lutte combinée, une lutte collective en Afrique. Ce n'est pas une maladie africaine uniquement, ça existe notamment en Amérique du Sud. D'accord. Mais il faudrait quand même faire de la prévention contre ces maladies dans notre continent. D'accord. Donc docteur, j'en ai lu que la maladie, bon bien sûr on a cité la maladie existe chez l'homme, donc chez l'homme la maladie peut être sévère occasionnellement, je l'ai lu, donc peut être sévère occasionnellement, mortelle et son traitement se révèle lent et coûteux. Corrigez-moi docteur sur cette information. Oui, parce que si on a un kyste hydatique au niveau du cerveau, si on ne traite pas, ça peut tuer. D'accord. Et un kyste hydatique, j'ai dit, quand ça se rompt, ça peut donner une allergie très sévère, un choc anaphylactique, voire le décès. D'accord. Donc, c'est pas une maladie à sous-estimer. C'est une maladie qui touche 2 à 3 millions de personnes chaque année. D'accord. Et qui coûte environ 200 millions de dollars dans le monde chaque année. Quand même. Donc, c'est pas une maladie à sous-estimer. C'est pas un problème de santé publique comme le paludisme, le VIH, la tuberculose. Mais ça reste quand même un problème sérieux qui donne beaucoup de défis. D'accord. Donc, docteur, j'ai lu aussi qu'il est déconseillé d'abandonner dans la nature les abats et les autres viscères du mouton qui portent des boules d'eau et ne jamais les donner à des chiens car ils constituent, des chiens ou des animaux, car ils constituent le réservoir du parasite. Ce qui fait que le parasite vit aussi après être séparé du corps, c'est-à-dire après la mort du mouton. Bien sûr, le parasite va survivre au niveau du milieu extérieur et c'est pour ça que il y a des stratégies nationales par rapport au kyste hydatique. Surtout chez nous, par exemple en Algérie, on a des spots publicitaires à chaque fois qu'il y a l'Aïd el-Kébir pour sensibiliser les gens par rapport aux viscères, ne pas les donner aux chiens, ne pas les laisser à l'air libre. Il faut les enterrer avec de la chaux pour éliminer les parasites, pour rompre ce cycle parasitaire. Ne pas les consommer. Il faut bien vérifier les viscères quand on égorge le mouton. Il faut bien vérifier les viscères pour voir est-ce qu'ils sont touchés, s'ils sont pas touchés. S'ils sont touchés, il faut pas hésiter à s'en débarrasser pour casser le cycle qui est constitué par le chien et par le mouton et aussi l'homme à la fin. D'accord, donc on revient pour en finir à notre sujet principal qui est comment bien s'alimenter, ou bien c'est quoi ou qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée, surtout à l'approche du mois du jour de l'Aïd al-Adha ou bien de la fête de Tabaski. Donc docteur, quel conseil donner à la fin, un rappel des habitudes à adopter, surtout pour les amoureux et les gourmands et les personnes gourmandes? Alors, je veux dire les amoureux de la viande. Oui, oui, c'est normal de consommer beaucoup de viande le jour de l'Aïd. Déjà, on se fait plaisir, et puis c'est une fête, ça reste une fête. Et là où il y a une fête, les gens profitent, ils sont gourmands, ils abusent. On se permet, oui. Sauf que
Voilà, on se permet, c'est normal, c'est la fête. C'est la fête. Maintenant, voilà. Mais ce serait bien aussi de suivre quelques conseils. Et pendant l'Aïd el-Kébir, on sait très bien que dans la religion musulmane, il faut donner une quantité pour les personnes qui nécessitent, donc des personnes qui n'arrivent pas à faire le sacrifice du mouton. Donc, on n'est pas obligé de consommer tout le mouton. Il faut offrir une partie pour les gens nécessiteux. Donc, comme ça, on va limiter notre consommation de viande. On n'est pas obligé de consommer le mouton en 1 ou 2 ou 3 jours. On peut le consommer pendant séparément, 10 jours, 15 jours, manger petit à petit et ne pas prendre des kilos de viande chaque jour. Deuxièmement, il faut essayer de manger de la viande maigre. Donc, en se débarrassant un peu de la graisse, parce que la viande du mouton, c'est une viande qui est très grasse, contrairement à la viande du bœuf ou la viande du chameau. Donc, et ne pas hésiter à enlever le surplus de gras pour consommer la viande. Éviter aussi de mettre de l'huile avec la viande, c'est-à-dire de frire la viande, etc. Essayez vraiment de faire un barbecue ou faire... c'est-à-dire plutôt griller la viande, comme ça elle devient un peu moins grasse. Voilà. Faut faire attention à la consommation de sel, parce que plus on mange la viande, plus on a tendance à la saler, et un surplus de sel, c'est pas bon pour la santé. Généralement, elle est accompagnée des frites et d'autres... Voilà, et avec une hypertendue. Maintenant, consommer de la viande, ça fait partie du jeu pendant la fête. Essayez de consommer la viande, pas avec des frites, pas avec du pain, voilà, pour s'équilibrer justement. Des boissons sucrées, plutôt avec des légumes, de la salade. Voilà. Des légumes, peu importe le légume, courgettes, carottes, concombres, etc. Comme ça, on peut avoir un certain équilibre. Et donc, faut pas associer à la fois la viande avec du pain, avec des frites, avec des pâtes, etc. Essayez au moins de consommer de la viande avec des légumes. Comme ça, on peut avoir un régime plus ou moins équilibré. Et il faut offrir. Faut pas hésiter à offrir, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à sacrifier le mouton, qui ne mangent pas de la viande souvent. Donc, faire un geste et offrir. Comme ça, on diminue notre consommation de viande et on fait plaisir aux autres. Alors optez pour une alimentation équilibrée, suivez les conseils de notre docteur, médecin infectiologue, le docteur Ilyas Khamouk. Merci docteur, vous êtes médecin infectiologue, je rappelle. Merci. Aujourd'hui, donc, vous nous aviez parlé des bonnes habitudes alimentaires, surtout avec la fête de l'Aïd. D'ici là, prenez soin de votre santé, de votre communauté. Au plaisir de vous retrouver. Je vais vous dire Aïd Adha Mubarak à tous les musulmans de l'Afrique et du monde.